cette librairie, elle a une particularité, c'est quand Folie d'encre a été créée, j'ai créé Folie d'encre, c'était dans 45 mètres carrés, une toute petite librairie. C'était la seule librairie indépendante de tout le 93. De plus, j'ai mis 4 ans à avoir le premier représentant. C'était l'époque où passer le périphérique, c'était quand même une aventure. Maintenant, on nous dit que Montreuil est bobo et on a l'impression que c'est encore plus riche que Saint-Germain-des-Prés, ce qui n'est bien évidemment pas du tout le cas. Montreuil a la particularité d'avoir une population complètement mélangée. Ça reste une ville très malienne, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, énormément d'autres Africains que les Maliens, bien évidemment une grande tradition d'Afrique du Nord, et puis plein d'autres communautés. Donc c'est une ville très très particulière. Alors, il y a un truc que je raconte assez souvent, moi qui m'a quand même beaucoup marqué. Les 2 premiers éditeurs que j'ai rencontrés, ils m'ont demandé tous les 2, mais oui, à Montreuil. La première fois, j'étais un peu étonné, j'ai un peu balbutié. La seconde fois, je ne peux pas dire que je m'y attendais, mais en tout cas, je l'avais déjà entendu. Et j'ai répondu non, je vais faire une librairie de con pour con. Et ça voulait vraiment dire quel mépris on pouvait avoir objectivement pour cette population. Moi, comment j'échappe à cette vision? Simplement, j'avais été au lycée à Montreuil, j'étais là, c'était mon territoire, ma zone. Voilà, donc l'histoire de la librairie, elle a démarré comme ça, puis 45 mètres carrés, c'était tout petit, et puis au fur et à mesure, j'étais tout seul dans ces 45 mètres carrés, puis on était 2, 3, et puis on s'est agrandi, on a déménagé 1 fois, 2 fois, jusqu'à venir ici. La deuxième cliente qui est rentrée dans la librairie m'a demandé un livre sur la ménopause. J'étais pas devenu libraire pour vendre a priori des livres sur la ménopause, je n'avais rien contre. Objectivement, je savais peu de choses sur la ménopause, mais là ça m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que j'ai des livres sur la ménopause. Et c'est une des particularités, je crois, de ce genre de librairie, c'est qu'il faut qu'on ait de tout. Si on veut respecter le public, il faut qu'on ait de tout. Je pense que être libraire dans le 5e, 6e, 16e, mais même 20e arrondissement de Paris, ne pose pas tout à fait la même question en termes d'assortiment. Et c'est toute la difficulté de ce type de librairie. C'est compliqué de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas oublié nos choix. On devient libraire quand même pour la découverte et pour transmettre cette découverte. C'est même le côté prétentieux du libraire qui pense courir devant, se retourner vers les autres en disant « regardez ce que j'ai ». Le lieu d'humilité permanente, c'est qu'on découvre tous les jours un livre, un éditeur même. Voilà, donc oui, de toute façon la librairie, c'est cet équilibre toujours instable, avec un pied au service de l'offre, de la création, de ce qui arrive, puis l'autre pied au service de la demande, et on marche bien sur nos 2 pieds. J'affirme devant tout le monde, et très fier, que Folie d'encre est la librairie de Montreuil. Mais je sais très bien que je mens quand je dis ça. Parce qu'il y a une partie du bas Montreuil qui va faire ses courses à Vincennes. Il y a une partie du haut Montreuil qui va faire ses courses à Rosny. Il y a une partie du Montreuil Est qui va à Fontenay. Et toute la partie ouest va où? À Paris. Parce qu'il y a le métro et que c'est ça. Donc je ne suis objectivement que le libraire d'un centre-ville relativement petit. Ma zone de Chalandie, c'est 30 000 personnes pour une ville qui fait 100 000 habitants et avec une évasion commerciale qui est une des plus fortes de la région parisienne, puisqu'elle est de plus de 70%. L'organisation est faite de telle manière qu'on a des responsables de rayon qui ont leur propre politique de réassort. Pour autant,
pour maintenir une cohérence entre les différents rayons, je veux dire, j'en suis le garant, et donc c'est moi qui vois les représentants. Mais après, chaque libraire fait ses rassorts, peut même, bien évidemment, commander un livre que je n'ai pas pris au départ. Mais il faut trouver une cohérence dans l'ensemble. On ne peut pas avoir un libraire très pointu, je sais pas, en littérature, et qui penserait que Minuit est à peine un peu trop populaire. Et puis à côté de ça, en vie pratique, avoir quelqu'un où il faut trouver une cohérence générale à la librairie. J'en suis le garant. Mais la politique de chaque rayon est menée par chaque responsable de rayon. Alors dans beaucoup de réseaux, le premier qui m'est beaucoup marqué, c'est historiquement, c'est l'école des libraires qui s'appelait avant l'Asphodel et qui maintenant s'appelle l'INFL, qui comme par hasard se trouve à Montreuil dorénavant. Et pour moi c'est une grosse préoccupation que la formation dans l'univers de la librairie. C'est la première chose. Deuxième, c'est le syndicat, le SLF. Créé en 1999, c'est donc un syndicat tout jeune, qui a à peu près 500 adhérents. Je suis membre du conseil d'administration depuis longtemps et c'est important. On l'a vu ces derniers temps, la loi Langue a été attaquée, le syndicat bien évidemment a réagi. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de gagner plusieurs batailles, ne serait-ce que la bataille de la TVA. Il y a des batailles plus interprofessionnelles encore que nous gagnons. Il y en a aussi que nous perdons. Le combat syndical, c'est ça, c'est gagner et perdre en même temps. Il y a un troisième réseau, peut-être encore plus important, qui est le réseau des librairies Folie d'encre. Il y a des gens qui travaillent avec moi, qui avaient envie de faire leur librairie. Si elles le faisaient dans le 93, si elles partaient à la conquête d'un territoire, pas si elles s'installaient à côté d'une autre librairie, si vraiment elles créaient un marché, dans ces conditions-là, je les aide. Et ce sont des librairies qui s'appellent Folie d'encre. On n'a pas d'intérêt capitalistique, on n'a pas de lien, c'est pas une chaîne au sens financier du terme. Je les aide et il y a une manière très simple de les aider, c'est que c'est moi qui négocie les remises de départ auprès des fournisseurs et que du coup, on peut espérer qu'elles se payent le SMIC tout de suite au lieu d'attendre 2 ou 3 ans. Moi, par librairie, ça me prend 1 à 2 journées de ma vie. Je veux dire, ça va, c'est pas très compliqué. Nous sommes 8 maintenant. Et vous voyez des évolutions majeures dans le public qui vient, qui est désireux de fonder une librairie? Oui, bien sûr, on voit il y a quelque chose qui est commun, qui est peut-être plus important que tout ce qui change. C'est qu'on a encore maintenant des gens qui ont le désir, l'envie de devenir libraire. C'est extraordinaire. Comme il faut tous les jours s'émerveiller du fait que des gens rentrent dans les librairies. Et arrêter la pleureuse qui dit les gens ne lisent plus, viennent plus. Enfin, c'est pas vrai, les gens viennent, se déplacent. On est triste lorsqu'ils viennent un peu moins, mais globalement c'est quand même assez formidable. C'est aussi formidable qu'il y ait toujours beaucoup de gens qui ont envie de devenir libraire. Après, c'est vrai que la littérature blanche régnait en maître. Ça veut dire que tout le monde voulait faire que de la littérature, où tout le monde avait cette vision extraordinaire. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. C'est vrai aussi que c'est un peu moins pointu. Les gens, quand ils arrivent, ils sont lecteurs, mais peut-être un peu moins comme avant. Mais la plus grande différence, c'est que jusqu'aux années 95-2000, l'offre était plus importante que la demande. Ça veut dire que pour un libraire, la rareté, c'était le livre. Et on se tournait vers le représentant qui arrivait comme le personnage qui nous apportait la bonne parole sur ce qui était rare, le livre. Maintenant, on est vraiment passé
excessivement rapidement de l'autre côté. Et maintenant, ce qui est rare, hein, parce que l'offre est très largement supérieure à la demande, ce qui est rare, c'est les clients. Maintenant, il faut que les libraires se tournent vers les clients. Et des livres, on en aura de toute manière énormément, avec un choix formidable, fantastique. On n'a jamais autant lu que maintenant, mais on lit sur tablette, sur nos téléphones portables, et des journaux, et des livres. Et on dit souvent qu'il y a beaucoup de lecteurs, mais qu'ils lisent souvent la même chose, c'est pas l'objet de lecture est moins divers qu'avant. On lit moins de choses diverses. Surtout, je crois qu'on lit moins en profondeur qu'avant. Et on a un rapport à la lecture, un temps de lecture qui a complètement changé. Au début du XXe, il y a un libraire qui écrit ses mémoires. On est en 1902 ou 1903. Et il dit « le livre est mort à cause du vélo ». Et en fait, par là, il est en train de dire que le livre n'est plus le roi du loisir. Alors, au départ, c'est passé à l'extérieur de la lecture. Le fait de voyager, ça a pris du temps sur la lecture. Et puis après, il y a eu la télé, la radio. Puis maintenant, il est aussi concurrencé sur le phénomène de la lecture. Mais c'est un très long chemin. C'est sûr que l'espace du livre, l'espace-temps du livre est en train de se rétrécir et va continuer à se rétrécir. En même temps, il restera toujours des lecteurs de livres. Il restera toujours du livre. Personnellement, je suis sur Internet très souvent et je n'ai ni rien ni contre ni pour le livre numérique. Il y a une chose sur laquelle je suis obstinément contre, c'est comment dire, la concurrence déloyale, parce qu'elle est déloyale, et exclusivement parce qu'elle est déloyale, de groupes comme les groupes d'Amazon. On a une loi sur le prix unique du livre, il suffit d'ouvrir une page d'Amazon et de s'apercevoir à quel point c'est intelligemment fait, le mélange entre l'occasion et le neuf, qui fait que de toute manière, on ne sait plus quel est le prix du livre. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, vous achetez un disque, vous payez des frais de port. Vous achetez un livre à Amazon à Québec. Je prends Québec parce qu'il parle français, donc c'est assez simple à lire. Vous payez des frais de port. Il n'y a que en France, à cause de la loi, qu'on vous offre le port gratuit. C'est une attaque contre la loi. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est de la prédation économique. C'est de la prédation économique, c'est très clair. Mais sinon, moi, j'ai aucune animosité. Mais l'avenir de la librairie indépendante, elle est dans le lien chaud. Et le lien chaud, c'est la rencontre des gens. Moi, je ne me déplacerai pas à Folie-Donc, même ici, dans ma librairie, pour acheter un livre par le biais d'Internet, ou que ce soit un fichier numérique ou un physique, je préfère le faire de chez moi. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Nous, ah oui, et Internet, c'est un lien froid. Quel est l'avenir? Est-ce que c'est ce lien froid ou ce lien chaud? Ça va être les deux. Et les deux vont marcher ensemble, pour peu que nous ayons une situation de concurrence loyale. Et d'ailleurs, on ne sera même plus vraiment concurrent, ça sera deux choses différentes. Puis il va se passer quelque chose qui va être passionnant, c'est quand on arrêtera de faire du livre monolithique, le jour où on aura un produit qui sera autre chose que la copie d'un bouquin, d'un seul coup il va y avoir, je sais pas moi, du son, de l'animation, ça sera même plus vraiment un livre. Ce débat-là, à un moment ou à un autre, il sera très largement dépassé. Je suis toujours très embarrassé devant ce type de questions parce que je suis éditeur aussi, les éditions Folie-Donc. Et donc éditeur indépendant et libraire indépendant. Il y a, bien sûr, on peut presque dire qu'il y a un lien naturel et éthique. En même temps, l'édition indépendante n'a pas le monopole de la qualité. Et parfois, d'ailleurs, c'est désastreux. Et le small is beautiful n'a pas vraiment
de raison d'être chez Hachette ou dans le groupe Editis, on trouve des livres extraordinaires. On peut se dire d'une certaine manière qu'il faut qu'ils existent, ces grands groupes, pour qu'il y ait aussi des éditeurs indépendants. Et on peut se dire que de la même manière, il faut qu'il y ait des réseaux de vente différents de livres, donc des livres indépendants. Mais on a aussi besoin de grandes structures. C'est pas une bonne nouvelle que Virgin est fermée. Et c'est pas une bonne nouvelle que Chapitre soit en très grande difficulté. C'est pas une très bonne nouvelle que la FNAC cherche sa voie en dehors du livre. Non, on a besoin de ces réseaux les uns côté des autres. On a besoin d'une édition indépendante forte d'un côté et de groupes qui sont des groupes importants. On a besoin des deux. C'est toujours la même question après. C'est quelles sont les règles du jeu qui permettent à chacun de trouver sa place. La librairie indépendante a une fonction majeure, c'est que c'est la librairie indépendante qui lance ses livres. Ensuite, on a des haut-parleurs qui vont être les FNAC, et puis le dernier big bazar haut-parleur, ça va être en hyper et en super. Mais on sait bien qu'un livre qui démarre, il va démarrer en librairie indépendante, faire son petit chemin, puis puis alors s'arrêter à la librairie indépendante, ou ne même pas d'ailleurs vraiment démarrer dans la librairie indépendante. Si on regarde le rapport dans l'édition, là c'est un peu plus complexe, parce qu'il n'y a pas de fonction préétablie, sauf sur des éditeurs tout à fait spécifiques, et généralement, dans ces cas-là, c'est lié à des genres littéraires. Je ne sais pas moi, en ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, ou en BD, où on voit bien comment le roman graphique a démarré chez des éditeurs indépendants et que maintenant il est repris par beaucoup. Donc, et puis après, on a des éditeurs indépendants qui sont généralistes. Généralement, c'est quand même très lié à la personnalité, à une manière d'appréhender la littérature, si on est dans le domaine de la littérature. Alors, la seule chose que je peux dire à propos de ma maison d'édition, de Folidon, c'est que c'est moi qui choisis effectivement les textes. Donc c'est bien moi, mon goût, ma manière d'imaginer la littérature, puisque je fais essentiellement de la littérature, qui fait cette maison d'édition indépendante. Et qu'effectivement, j'ai du mal du coup à l'imaginer autrement qu'indépendante. Et là, c'est encore une fois un truc très prétentieux, c'est un truc d'égo. Alors il se trouve que moi ça s'appelle Folidon. Il y en a même qui prennent leur nom, et donc qui ont un égo peut-être encore un peu plus grand. Voilà, tout ce qu'on vous dit. Un truc qui me marque beaucoup, et dans tout ce que j'ai publié, c'est que la dimension humaine, le premier paysage, c'est l'humanité. Bon. Il suffirait de parler, c'est des maisons d'édition qui ne souhaiteraient pas que je les cite, donc je ne les citerai pas, qui ont été rachetées par des groupes. Et puis au bout d'un moment, il y a une pression financière qui fait que on exige ceci, cela. Moi, je peux m'autoriser à perdre de l'argent. Je peux m'autoriser à avoir une rentabilité différente. Et du coup, je m'autorise à publier des livres. Je vous donne un exemple excessivement précis. J'ai publié l'année dernière un livre d'Anna Maria Schwa, auteure argentine, très importante en Argentine, en France, pas du tout connue. J'ai publié son premier livre, dont je suis très fier. Je suis en train de préparer un second roman d'elle, qui est un roman un peu important. C'est soit patient, mais patient pris dans plusieurs sens, puisqu'il est question de quelqu'un qui va se retrouver à l'hôpital et qui ne va jamais réussir à sortir de l'hôpital. Ça a été écrit pendant la dictature et c'est un livre qui est très porté par les mères de mai. Donc
voilà, c'est un roman très kafkaïen, mais tout en blanc. C'est l'hôpital, tout est nickel. Voilà, c'est cette idée-là, formidable. Oui, mais Anna Maria, c'est une des grandes spécialistes de la microfiction. Et quand je dis microfiction chez Anna Maria, c'est Geoffrey à côté, les microfictions de Geoffrey, c'est des romans fleuves, hein, donc c'est vraiment petit, c'est du dense, c'est un livre qui a déjà été publié en France, enfin un des livres, La Botanique du chaos, qui a déjà été publié en France, mais qui ne se trouve quasiment plus. Je vais le republier. Je sais que je ne vais quasiment pas en vendre. Mais pour Anna Maria, pour présenter son œuvre, pour la représenter, parce que je pense que mon rôle d'éditeur, c'est aussi de représenter les auteurs, ceux que je choisis, hein, toujours. Je vais faire ce livre. J'aurai de la chance si j'équilibre. D'abord, l'auteur, il est monstrueux, on se voit de temps en temps. Il est comme par hasard venu quand Bolem Sansal était là. Et ce qui est formidable, moi, je trouve, dans cette bande dessinée, c'est de faire une histoire, de la grande histoire. Mais en même temps, c'est de la petite et de la grande histoire exactement au même moment. Et je trouve que la bande dessinée s'y prête assez bien à ce type de démarche. Et puis c'est au moins quelqu'un qui n'est pas absent de son livre. Il est dedans. Tout son livre n'est qu'un point de vue. Après qu'on peut discuter. Mais c'est passionnant d'avoir quelqu'un qui a un véritable point de vue. C'est pas un point de vue si facile que ça. Je le voyais tout à l'heure, là, faire une dédicace où il marquait, où il parlait de la révolution. Nous, on a un petit peu oublié à quel point ça a dû être important ce moment-là, à quel point ces années, et cette année particulière, 62, a dû être absolument déterminante. Je pense que c'est des livres qui nous le rappellent bien. C'est une histoire qui nous appartient, nous, Français, complètement. Et c'est à nous de savoir l'embrasser dans toute sa complexité.